Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Clara Hensley n'avait jamais imaginé que les choix de ses parents, pris des années auparavant, détermineraient un jour le cours de sa propre vie. Elle avait 25 ans, était discrète, observatrice et profondément intuitive. Elle n'était pas naïve, bien que les gens confondent souvent sa nature douce avec de la fragilité. Clara croyait en l'amour, mais pas celui qui éclabousse les écrans de cinéma. Pour elle, l'amour était plus discret. Il naissait dans les regards, dans les gestes attentionnés, dans les moments silencieux où les âmes parlaient plus fort que les mots. Mais le destin, semblait-il, avait une histoire bien plus bruyante en tête pour elle. Elle avait toujours vécu modestement. Une petite maison à la périphérie de la ville, des fleurs sauvages dans le jardin, des livres empilés comme des briques dans chaque coin. Sa vie n'était pas glamour, mais elle lui appartenait. Jusqu'à ce qu'arrive la lettre, une épaisse enveloppe scellée d'un blason qu'elle ne reconnaissait pas, le blason des Blackwood. Ce soir-là, les mains de sa mère tremblaient en tenant les documents. Sa voix se brisa comme des feuilles sèches lorsqu'elle expliqua « Nous l'avons signé quand tu étais encore à l'école. Nous n'avions jamais pensé, jamais imaginé qu'il le ferait appliquer. » Clara fixa la signature, celle de son père, écrite à l'encre désespérée des années plus tôt. Sa famille avait sombré dans la ruine financière. Son père avait emprunté de l'argent aux Blackwood, des magnats puissants dont le nom portait le poids des empires. La dette n'avait jamais été remboursée. Les Blackwood n'oubliaient pas, et Ethan Blackwood, l'héritier, la légende, l'homme dont on parlait à voix basse avec crainte et admiration, venait réclamer ce qui avait été promis, Clara. Au début, elle pensa à une erreur, une plaisanterie juridique malsaine. Mais le coup à la porte retentit, sec et inévitable, comme une sentence lue à haute voix au tribunal. Ethan se tenait là, vêtu d'un manteau noir, encadré par l'embrasure de la porte comme une ombre prenant forme. Ses yeux étaient perçants, froids, indéchiffrables. Il ne parlait pas comme un méchant. Il parlait comme un homme convaincu d'avoir raison. « Tu m'as été promise, dit-il simplement, et je viens toujours chercher ce qui est à moi. » Clara sentit son estomac se nouer. « Je ne suis pas un objet, répondit-elle. Il ne s'y a pas. Non, mais tu fais partie d'un accord, et dans mon monde, les accords sont sacrés. » Sa mère pleurait doucement dans la pièce d'à côté. La poitrine de Clara brûlait d'une colère qu'elle ne comprenait pas totalement. Elle aurait pu fuir, crier, supplier, mais quelque chose l'arrêta, pas de la soumission, pas de la peur, quelque chose de plus froid, quelque chose qui disait « Si je dois vivre cela, je ne le vivrai pas brisé. » Le palais de justice sentait le désinfectant et le vieux papier, pas de musique, pas de fleurs, pas de chaleur. Clara portait une robe bleu pâle, choisie non pour sa beauté, mais parce que c'était la seule qui lui allait encore. Ethan signa le certificat de mariage sans la regarder. Il ne dit pas « Je le veux ». Il écrivit simplement son nom avec l'indifférence d'un homme approuvant un contrat. Lorsque l'employé prononça la phrase habituelle « Vous pouvez embrasser la mariée », Ethan s'éloigna, sans un regard, sans même une feinte. Dehors, une voiture noire attendait. Clara monta sans un mot. Le trajet fut long. Les rues de la ville se transformèrent en autoroutes désertes, les autoroutes en routes de montagnes sinueuses. Le silence entre eux s'épaississait à chaque kilomètre. Elle regardait par la fenêtre, mémorisant les arbres, la lumière déclinante, les courbes du paysage, car elle savait, d'une certaine manière, que sa vie d'avant disparaissait à chaque virage. Le manoir Blackwood apparut comme sorti d'un rêve. Grandiose, imposant, silencieux. Il ne semblait pas habité, il semblait gardé. Lorsque la voiture s'arrêta, les grilles de fer se refermèrent derrière eux avec un bruit qui lui glaça l'échine. À l'intérieur, des lustres pendaient comme des constellations figées, et les murs étaient si blancs qu'ils semblaient repousser toute chaleur. Il n'y avait pas d'odeur de nourriture, pas de bruit de pas, pas d'écho de rire, seulement le bourdonnement de l'argent et du silence. « Tu auras ta propre chambre, » dit Ethan sans se retourner. « Nous n'avons pas besoin de prétendre que c'est autre chose que ce que c'est. » Clara ne répondit pas. Elle le suivit dans le couloir de marbre, ses talons claquant comme un métronome dans une salle de bal vide. Il ouvrit une porte et lui fit signe d'entrer, puis partit. Elle entra et se figea. La chambre était grande, immaculée, intacte, sauf pour une chose posée délicatement sur le lit, sur des draps de lin soigneusement pliés. Une chemise de nuit en soie blanche, sa chemise de nuit, celle que sa mère avait emballée en murmurant qu'elle pourrait lui apporter du réconfort. Quelqu'un avait ouvert ses bagages. Quelqu'un l'avait disposée là, de manière délibérée, calculée. Elle s'assit au bord du lit, le silence pesant contre elle comme un mur. Chaque muscle de son corps était tendu. Le silence n'était pas paisible, il était expectant. Des heures passèrent. Le ciel dehors s'assombrit, et la lumière de la lune se répandit dans la pièce comme de l'eau argentée. Elle ne changea pas de vêtements, ne se déshabilla pas.
Elle s'assit près de la fenêtre, les bras autour des genoux, attendant quelque chose, elle ne savait quoi, jusqu'à ce que le coup retentisse. Ce n'était pas doux. Ethan entra avant qu'elle ne puisse répondre, sa veste disparut, sa chemise légèrement déboutonnée, ses cheveux en désordre comme si la journée l'avait épuisé. Ses yeux ne vagabondaient pas. Ils allèrent directement à elle. « Tu sais pourquoi tu es ici ?» dit-il. Clara se leva, sans reculer. « Et toi ?» Cela l'arrêta. Sa mâchoire se crispa. « Ce n'est pas une question de sentiment. C'est une obligation. Tu es ici parce que ta famille n'a pas pu payer. » Elle inclina la tête. « Donc, je suis ta punition pour l'erreur d'un homme mort ?» Son silence était plus tranchant qu'une insulte. Clara fit un pas vers lui, puis s'arrêta. « Si tu essaies de me faire sentir petite, ça ne marchera pas. Je n'ai pas accepté cela, mais je suis ici, et je ne me tairai pas. » Les yeux d'Ethan se plissèrent. « Tu n'as pas à me faire la leçon sur la douleur. Tu ne sais rien de ce que ta famille a pris à la mienne. » Quelque chose vacilla derrière sa voix, du chagrin, du ressentiment, ce n'était pas clair, mais ce n'était pas pleinement de la haine. La voix de Clara s'adoucit, mais son dos resta droit. « Alors dis ce que tu veux vraiment dire. N'utilise pas moi pour combattre tes fantômes. » Un long silence s'étira entre eux. Puis, sans un mot, Ethan se retourna et sortit, la porte se refermant doucement derrière lui, mais pas gentiment. Clara expira lentement. Ses mains tremblaient, pas de peur, mais du feu qu'elle sentait monter en elle. Elle ne savait pas dans quel genre de guerre elle venait de s'engager, mais une chose était claire, elle ne se perdrait pas dedans. Le lendemain matin arriva, non pas avec du soleil, mais avec des cieux gris qui correspondaient au poids dans la poitrine de Clara. Elle avait à peine dormi. Le silence du manoir Blackwood était assourdissant, trop propre, trop intact, comme un hôtel où personne n'avait jamais vécu. Même le tic-tac de l'horloge ancienne dans le couloir semblait répéter, comme s'il appartenait à une vie qu'elle n'avait pas choisie. Une domestique qu'elle n'avait pas encore rencontrée frappa à sa porte vers 8 heures, annonçant d'une voix entraînée que sa présence était requise dans le salon. Clara s'habilla lentement, choisissant une blouse beige simple et une jupe bleu marine, non pour impressionner, mais pour s'armer de neutralité. Elle ne voulait ni malentendu ni invitation, juste de l'espace. Lorsqu'elle entra dans le salon, Ethan était déjà assis. La pièce était vaste, avec des plafonds si hauts que sa voix pourrait résonner si elle osait parler. La lumière du soleil filtrait à travers de hautes fenêtres mais ne l'atteignait pas. Il était assis avec une posture parfaite derrière une table en acajou poli, lisant des documents qui se moquaient que ce soit le jour de son mariage. « Assieds-toi » dit-il sans lever les yeux. Clara s'assit. Sa chaise grinça, un son humain dans une maison pleine de silence fantomatique. « La cérémonie civile est prévue pour midi » continua-t-il, tournant une autre page. « Ce sera réglé rapidement. Tu signeras, je signerai, et ce sera fait. » Elle ne répondit pas. Il leva enfin les yeux. « Je présume que tu comprends que ce n'est pas traditionnel. » Clara croisa son regard. Rien dans tout ça ne l'est. Quelque chose au coin de sa mâchoire tressaillit, mais il ne dit rien. Les papiers furent signés sans témoin, sans joie. Lorsqu'ils arrivèrent au bureau gouvernemental, l'officiel reconnut Ethan immédiatement et se redressa, son ton passant à une jovialité forcée. « Un plaisir, monsieur Blackwood. Pouvons-nous commencer ?» Clara se tenait à côté de lui, les mains jointes devant elle, sans bague, sans bouquet. Sa mère lui avait offert un foulard blanc fané à enrouler autour de ses épaules pour se souvenir, mais Clara l'avait laissé dans la voiture. Elle ne voulait pas de souvenirs. Elle voulait s'échapper. Les vœux furent omis, Ethan l'avait requis. L'officiel lut le jargon juridique. Clara signa son nom d'une main qui ne tremblait pas. Ethan signa le sien comme s'il autorisait un virement bancaire. « Vous pouvez embrasser la mariée » proposa l'officiel, souriant. Ethan ne signa même pas. Il s'éloigna, murmurant quelque chose à propos de la voiture qui attendait dehors. Clara sentit le moment s'effondrer, non pas de chagrin, mais de clarté. Ce n'était pas un mariage, c'était un effacement. Le trajet de retour au manoir fut plus court, d'une certaine manière, bien que la route fût la même, peut-être parce que Clara avait cessé de regarder par la fenêtre. Il n'y avait plus rien à voir, seulement des murs. Lorsqu'ils arrivèrent, elle hésita sur les marches du manoir. Ethan se retourna. « As-tu besoin d'aide pour passer la porte ?» Le sarcasme coupa plus fort qu'il n'aurait dû. « Je me demande quel genre de prison laisse ses détenus entrer librement, » dit-elle en le dépassant. Il ne la suivit pas immédiatement. À l'intérieur, l'air était frais et parfumé de lavande, un luxe intentionnel, peut-être pour masquer la vérité. Un majordome qu'elle n'avait pas rencontré s'inclina stiffement et fit un geste vers l'aile ouest. « Votre chambre est prête, Madame Blackwood. » Elle tressaillit, ce nom ne lui appartenait pas. Il semblait être un costume qu'on l'avait forcée à porter. Lorsqu'elle atteignit sa chambre, la porte déjà ouverte, elle s'arrêta encore. L'espace était magnifique d'une manière clinique. Grande fenêtre, rideaux de soie,
meubles sculptés trop chers pour être touchés. Une coiffeuse se dressait près du coin, et à côté, une armoire déjà remplie de vêtements dans des tons neutres. Tout lui allait, ce qui la terrifia, il avait tout planifié. Plus tard dans l'après-midi, un coup retentit de nouveau. Ethan se tenait dehors, les manches retroussées, un stylo à la main. Il y a quelques documents supplémentaires, dit-il, des clauses prénuptiales, des désignations de propriété. Signe-les et garde une copie. Clara prit les papiers, jetant un bref coup d'œil aux lignes qui parlaient d'actifs, de fiducie, de domaine, comme si l'amour pouvait être itemisé. « Je suppose que c'est la partie où tu me dis mes devoirs, dit-elle, le sarcasme à peine masqué. Il haussa un sourcil. Il n'y a pas de devoir, pas dans le sens traditionnel. Alors qu'est-ce que c'est, Ethan? Son nom sur sa langue les surprit tous les deux. Il prit un moment avant de répondre. C'est du contrôle. Tu as perdu tes choix il y a longtemps. Je suis juste là pour m'assurer que personne ne l'oublie. Il se retourna et partit. Clara fixa l'espace qu'il venait d'occuper, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Ce soir-là, le dîner fut servi dans des pièces séparées. Elle mangea seule en silence, triturant des légumes grillés et de l'agneau sur une assiette en porcelaine, son appétit envolé. Elle l'imaginait faisant de même dans une pièce de l'autre côté du manoir, deux étrangers partageant un contrat, pas une connexion. Mais ce qui la rongeait n'était pas seulement la solitude. C'était le vide, l'absence totale de curiosité de sa part, comme si elle était une tâche accomplie, une case cochée. Et pourtant, quelque chose lui disait que ce n'était pas la fin. Sa froideur n'était pas de l'indifférence. C'était une protection, un mur, pas un vide. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans le lit qu'elle ne voulait pas, sous des couvertures qui sentaient légèrement le cèdre et l'inconnu, Clara murmura dans l'obscurité, « Ce n'est pas de l'amour, mais je refuse que ce soit ma mort. » Dehors, le tonnerre grondait dans le ciel, bas et lointain, et quelque part dans la maison, Ethan faisait les 100 pas, pas par culpabilité, mais parce que, pour la première fois depuis des années, quelque chose à propos d'une femme ne quittait pas son esprit, et cela l'effrayait plus que tout. Le manoir semblait plus froid cette nuit-là, non pas à cause du temps, bien que le vent murmurât contre les hautes fenêtres, mais parce que quelque chose dans l'air avait changé, une sorte de calme qui ne vous apaise pas mais vous avertit. Clara se tenait devant le miroir de sa chambre, ses doigts traçant nerveusement l'ourlet de la chemise de nuit en soie que sa mère avait emballée. Elle collait à sa peau avec une douceur qui semblait presque se moquer de sa réalité. Elle ne l'avait jamais portée auparavant. Elle avait imaginé la garder pour quelqu'un qui l'aimerait, quelqu'un qui la toucherait non par droit mais par révérence. Mais ce soir n'était pas une question d'amour, ce soir n'était rien de sacré. Son reflet la regardait, bras nus, jambes nues, âme nue. Elle n'avait pas peur d'être touchée, elle avait peur d'être effacée. Un coup résonna, deux tapes sèches, ni hésitante, ni gentille. Clara se tourna vers la porte, sa voix coincée dans sa gorge. Avant qu'elle ne puisse parler, elle s'ouvrit. Ethan entra. Il n'était pas en costume cette fois, une chemise blanche, un pantalon noir, manches retroussées, sans cravate. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main pendant des heures. Ses yeux la balayèrent lentement épaules, bras, tissus, silence. Il ne dit rien. Clara croisa les bras instinctivement, essayant de cacher la vulnérabilité qu'on l'avait forcée à porter. « Je ne t'ai pas invité, » dit-elle, la voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Ce n'est pas une question d'invitation, » répondit-il. La porte se referma avec un clic derrière lui. Il avança davantage dans la pièce mais s'arrêta à quelques mètres, comme si une barrière invisible le retenait. Sa posture était tendue, pas par désir, mais par quelque chose de plus dangereux, une retenue mêlée de ressentiment. « Je présume que tu as porté cela pour jouer un rôle, » dit-il, désignant sa chemise de nuit, « pour nous faciliter les choses à tous les deux. » Clara se redressa. « Ma mère me l'a donné. C'est le seul réconfort que j'ai ici, et si tu penses que c'est une sorte de performance, tu es plus perdu que je ne le pensais. » Une lueur de surprise traversa son visage, rapidement masqué. « Je ne veux pas de réconfort, » marmonna-t-il. « Je veux une conclusion. » Clara inclina la tête. « Une conclusion pourquoi? Pour les erreurs de quelqu'un d'autre ?» La mâchoire d'Ethan se crispa. Il s'approcha maintenant, et elle sentit le poids de sa présence s'installer sur elle. Il s'arrêta à quelques centimètres, assez près pour qu'elle puisse sentir la légère trace de son eau de Cologne, boisée, sombre, coûteuse, froide. « Tu n'es pas ici pour discuter, » dit-il. « Tu es ici pour obéir. » Clara ne tressaillit pas. « Alors tu as déjà perdu, parce que je n'obéis à personne qui ne peut pas me regarder dans les yeux. » Il le fit, à ce moment-là. Ses yeux, orageux et distants, rencontrèrent les siens avec un feu qu'il n'avait pas voulu révéler. Pendant un instant, le manoir sembla devenir silencieux autour de pas de tic-tac d'horloge, pas de vent, juste deux étrangers enchaînés par du papier et de la douleur. Ethan tendit la main, lentement, délibérément,
et toucha la bretelle de sa chemise de nuit. Ses doigts effleurèrent sa peau. Elle ne bougea pas. « Tu n'as pas ta place dans mon monde, » dit-il doucement, presque pour lui-même. « Alors arrête de m'y forcer, » répondit-elle. Sa main retomba, la tension se brisa. Il se tourna, se dirigeant vers la fenêtre, le dos à elle, les mains serrées en poing sur les côtés. « Je ne voulais pas de ça, » confessa-t-il, « pas comme ça. » Clara s'approcha de lui, non pour combler la distance, mais pour l'affronter. « Alors pourquoi aller jusqu'au bout? Pourquoi piéger quelqu'un qui ne t'a jamais fait de mal? » Silence. Puis, doucement, il répondit, « Parce que quelqu'un devait payer, et ton nom de famille était le prix. » Son souffle se bloqua. Voilà, la vérité mise à nu, laide et froide. Elle n'était pas une épouse. Elle était une punition. Ethan se retourna, ses yeux plus acérés maintenant. « Ne prends pas mon silence pour de la gentillesse, Clara. Je ne t'ai pas sauvée, je t'ai revendiquée. » Clara recula, le feu montant dans sa gorge. « Tu penses que tu me fais peur, Ethan? Tu penses que parce que tu portes des costumes sur mesure et possèdes des empires, tu peux me contrôler? Tu ne peux même pas contrôler ton propre chagrin. » Cela frappa plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Ethan s'avança vers elle rapidement, non pas violemment, mais avec intention. Pendant une seconde, elle pensa qu'il pourrait hausser la voix. Au lieu de cela, il murmura, « Tu ne sais rien du chagrin. J'en sais assez pour le reconnaître quand je vois un homme s'y noyer, » répondit-elle. Le moment s'étira. Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois, non pas comme une transaction, mais comme un miroir, et cela l'effrayait. Il se tourna pour partir mais s'arrêta avant d'atteindre la porte. Sa voix était plus douce maintenant, presque humaine. « Ne porte plus ça. Ça ne va pas avec cet endroit. » Clara ne répondit pas. Elle le regarda sortir, la porte se refermant derrière lui avec un poids qui ébranla ses os. Elle resta là, la soie blanche frôlant ses genoux, sa poitrine se soulevant et retombant avec quelque chose entre la rage et le chagrin. Elle avait été humiliée, mais pas brisée. Elle se dirigea vers la fenêtre, écarta le rideau et fixa la nuit. Quelque part au loin, un éclair illumina le ciel comme un avertissement. L'orage n'était pas dehors. Il était ici, à l'intérieur de ces murs, à l'intérieur de d'eux, et il ne faisait que commencer. Le lendemain matin arriva, non pas avec la paix, mais avec une défiance qui mijotait silencieusement sous l'extérieur calme de Clara. Elle n'avait pas beaucoup dormi, son corps était resté immobile, mais son esprit était en mouvement constant, repassant les mots, les regards, le poids du toucher d'Ethan et son recul. Il avait parlé comme si elle était un objet utilisé, signé, collecté mais sous cette cruauté, elle l'avait vu, le tremblement derrière le masque. Et elle n'avait aucune intention de jouer le jeu. Dès que ses pieds nus touchèrent le sol froid ce matin-là, quelque chose en elle changea. Ce n'était pas de la colère, pas celle qui brûle vers l'extérieur, mais quelque chose de plus stable, de plus silencieux. Elle ne crierait pas, ne pleurait pas, mais elle ne s'agenouillerait pas non plus. Elle s'habilla avec intention, une blouse blanche douce, boutonnée jusqu'en haut, et un pantalon sombre, structuré, tranchant, sans dentelle, sans soie, sans symbole de douceur. Lorsqu'elle sortit de sa chambre, le couloir était vide, mais elle ne marcha pas lentement. Elle avança comme si elle appartenait à cet endroit, comme si elle n'était pas une prisonnière dans une cage dorée. En bas, le personnel de maison s'éparpilla à sa vue pas par manque de respect, mais par confusion. Personne ne leur avait donné d'instructions concernant l'épouse, personne ne leur avait dit si elle devait être servie, ignorée, obéie ou crainte. Alors ils l'observaient depuis les coins et les embrasures de porte, incertains. Clara entra dans la salle à manger comme si elle lui avait toujours appartenu. La longue table s'étendait sous un lustre en cristal, dressé pour une personne, pas deux. L'absence d'Ethan était bruyante. Un plateau d'argent reposait en bout de table, couvert. Elle s'assit. Le majordome s'approcha, hésitant légèrement avant de soulever le couvercle pour révéler son petit déjeuner, une omelette, des fruits et une tasse fumante de café noir. Elle commença à manger avec grâce, en silence, et avec pouvoir. À mi-chemin de son repas, elle entendit des pas, calmes, précis, familiers. Ethan entra dans la pièce, vêtu d'un costume gris sur mesure, ses cheveux encore humides de la douche. Il n'eut pas l'air surpris de la voir là, mais il n'eut pas l'air ravi non plus. « Je pensais que tu mangerais dans ta chambre, » dit-il en se versant un verre d'eau. « Je pensais que tu aurais la courtoisie de laisser une place à table pour ton épouse, » répondit-elle sans lever les yeux. Il s'arrêta. « Amusé, c'est ce que tu penses que c'est? Un mariage? » « Je pense, » dit-elle, levant enfin les yeux pour croiser les siens, « quoi que ce soit, je refuse de disparaître à l'intérieur. » Leurs regards se verrouillèrent, aucun ne clignant des yeux. Il prit place à quelques chaises de distance, pas à côté, pas en face, en diagonale, juste assez loin pour prétendre que la tension entre eux n'existait pas. « Tu n'es pas ce que j'attendais, » dit-il enfin. Elle sirota son café. « Tu attendais une poupée. Tu as eu une femme. »
Il laissa échapper un rire court, sans humour. Attention, Clara. Ce genre de feu a des conséquences. Elle posa sa tasse, son expression calme. La cruauté aussi. Les mots planaient entre eux, pas criés, pas armés, juste vrais. Ethan ne répondit pas tout de suite. Ses doigts tapotaient rythmiquement sur la table, une fois, deux fois, arrêt. La plupart des femmes essaieraient de gagner mon affection, murmura-t-il. Alors peu, être nature rencontrait que des femmes qui ne connaissaient pas leur valeur. Il serait dit mais ne dit rien. Clara se leva, rassemblant ses affaires. Je serai à la bibliothèque, dit-elle, sans attendre sa permission. La bibliothèque devint son sanctuaire, une cathédrale de livres, reliée en cuir et sentant la poussière et l'âge. La lumière du soleil filtrait à travers de hautes fenêtres, projetant une lumière dorée sur le sol. Elle trouva un fauteuil usé dans un coin et s'assit avec un exemplaire de Léo de Hurlevent, l'ironie ne lui échappant pas. Elle lisait, non pour s'échapper, mais pour réclamer son esprit, ses pensées, sa voix. Les heures passèrent, personne ne vint, mais quelqu'un observait. Ce soir-là, lorsqu'elle retourna dans sa chambre, une robe était posée sur son lit, en soie bleu marine profond, élégante et sobre. Pas de notes, pas d'explication. Clara la regarda longtemps, puis la plia soigneusement et la plaça dans l'armoire. Elle choisit de nouveau ses propres vêtements. Au dîner, elle s'assit seule encore une fois, mais cette fois, elle ne se sentait pas invisible. Ethan arriva plus tard, en silence, gardant ses distances, mais ses yeux suivaient chacun de ses mouvements. « J'ai entendu dire que tu avais revendiqué la bibliothèque, » dit-il sèchement. « Je ne savais pas que le savoir devait être revendiqué, » répondit-elle, coupant ses légumes rôtis avec grâce. « Tu n'as pas à rendre les choses difficiles. Ce n'est pas moi qui ai fait quoi que ce soit. » Une autre pause, un autre silence. « Tu es différente de Sophia, » dit-il soudain. Le couteau de Clara s'arrêta à mi-chemin. « Sophia ?» Il regretta d'avoir prononcé le nom dès qu'il quitta ses lèvres. Ses yeux s'assombrirent. « Personne, » marmonna-t-il. Clara ne poussa pas, elle n'en avait pas besoin. La vérité trouverait son chemin jusqu'à elle, elle en était sûre maintenant. Mais ce qui la frappa n'était pas son esquive. C'était la manière dont il avait dit son nom, avec douleur, pas avec amour. Donc, ce n'était jamais une question de désir. C'était une question de fantôme. Cette nuit-là, Clara ouvrit un journal vierge, relié en cuir, intact, un cadeau qu'elle avait apporté de son ancienne maison. Elle commença à écrire, pas sur lui, pas sur le manoir, sur elle-même, sur qui elle avait été avant le contrat et sur qui elle refusait d'arrêter d'être maintenant. Les mots se déversaient sur la page comme du feu transformé en encre. Quand elle s'arrêta enfin, la maison dormait, sauf une pièce de l'autre côté du couloir où Ethan était assis dans son bureau, un verre de whisky à la main, fixant un cadre photo qu'il gardait caché dans un tiroir, une femme aux cheveux noirs, un sourire Sophia, son passé, sa guerre, et Clara, son champ de bataille. Mais elle ne savait pas encore à quel point sa rébellion changeait quelque chose en lui, ni à quel point la frontière entre haine et besoin deviendrait dangereuse. 3 jours passèrent, 3 jours de silence brisés seulement par le tintement occasionnel des couverts ou le bruissement de la jupe de Clara alors qu'elle se déplaçait dans la maison comme un fantôme en rébellion. Ethan restait distant, comme si ignorer sa présence pouvait effacer la réalité de leur arrangement. Mais Clara était devenue plus forte dans le silence, assez forte pour admettre ce qui tournait dans ses pensées depuis la première nuit. Elle devait partir, pas un jour, maintenant. Le plan prit forme discrètement, comme la formation d'une tempête sous un ciel calme. Clara nota les gardes. Tous deux postés à l'entrée principale, l'un plus âgé et distrait, l'autre plus jeune et plus observateur. Le personnel de cuisine laissait les portes du patio arrière déverrouillées lorsqu'il prenait des pauses cigarettes. Les caméras de sécurité n'atteignaient pas les jardins arrière, et le seul téléphone accessible était dans la bibliothèque. Ethan s'en était assuré. Mais elle apprit aussi autre chose. Il faisait confiance à sa passivité, prenait son calme pour de la soumission. Ce serait son erreur. Ce soir-là, elle porta un pull doux et ample et un jean facile à bouger, silencieux. Elle ne mangea pas le dîner, prétextant un mal de tête. Le majordome accepta l'excuse sans hésiter. Elle retourna dans sa chambre, ferma la porte, attendit, puis, à 2h13 du matin, elle s'échappa. Le couloir était baigné d'ombre. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit contre le sol de marbre. Elle évita l'escalier principal et prit l'escalier de service près de l'aile ouest, qu'elle avait découvert 2 jours plus tôt derrière un placard à linge. Chaque pas semblait être un compte à rebours. Dans la cuisine, elle s'arrêta. Une caméra, orientée vers le couloir mais aveugle à la porte du patio. Elle se glissa sur le chemin de pierre. L'air était froid, son souffle formait de la buée devant elle. Elle ne regarda pas en arrière. Le jardin s'étendait devant elle. Sauvage, magnifique, inutile. Elle se déplaça rapidement mais prudemment,
se baissant lorsque nécessaire, utilisant les haies comme couverture. La clôture du domaine était haute, enveloppée de lierre grimpant. Tout au fond, une porte de maintenance rouillée semblait oubliée. Elle l'avait repérée depuis la fenêtre de la bibliothèque des jours auparavant. Lorsqu'elle l'atteignit, ses doigts tremblaient en testant le loquet. Déverrouillée, mon Dieu, elle était déverrouillée. Elle la poussa lentement, délibérément. Elle grinça, mais le vent masqua le son. Au-delà de la clôture de lierre, le monde attendait, une route étroite, des arbres, l'illusion de la liberté. Et puis une voix, basse, tranchante, juste derrière elle. « Tu vas quelque part ?» Clara se figea, son cœur battant contre ses côtes comme du tonnerre. Elle se retourna lentement. Ethan se tenait là, sans manteau, sans chaussures, juste une chemise blanche, manches retroussées, et des yeux qui brûlaient comme la lumière d'une tempête. « Je t'ai dit, » dit-il, avançant d'un pas, « ce n'est pas un jeu. » Les mains de Clara se serrèrent en poing. « Ma vie non plus. » Il ne sourit pas, ne cria pas. Il fit juste un pas de plus jusqu'à ce qu'ils se tiennent face à face dans l'obscurité. « Tu pensais vraiment que je ne le remarquerais pas ?» demanda-t-il, presque doucement. « Que je ne le sentirais pas au moment où tu disparaîtrais de la maison ?» Elle déglutit difficilement. « Si tu avais la moindre décence, tu me laisserais partir. » La voix d'Ethan s'abaissa. « Et si tu avais la moindre idée de ce qui arrive aux gens qui quittent cette maison sans protection, tu ne serais pas si pressé de courir dans la nuit. » Les yeux de Clara se plissèrent. « Donc, c'est de la protection maintenant ? Me enfermer dans un manoir comme une prisonnière ? » « Non, » répondit-il sèchement, « c'est du contrôle, et tu ne l'as pas. » Elle recula d'un pas, mais il attrapa son poignet, fermement, pas cruellement. Son souffle se bloqua. « Tu ne me possèdes pas, » murmura-t-elle. « Non, » répondit-il, « mais je possède les conséquences. » Sa prise se relâcha. Il n'était pas en colère, il était quelque chose de pire, blessé. Il lui tourna le dos, marchant de quelques pas dans l'espace ouvert, expirant dans l'air froid. « Sais-tu ce qui arrive aux gens qui portent mon nom ?» demanda-t-il. « Ils deviennent des cibles, des pions, des leviers. Tu penses que tu es plus en sécurité là-dehors qu'ici ?» Clara ne répondit pas. Il se retourna vers elle. « J'aurais dû te laisser courir. Ça aurait été plus facile, plus propre. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Sa voix se brisa, légèrement. « Parce que je ne peux pas, et je ne sais pas pourquoi. » Elle le fixa. À cet instant, il n'avait pas l'air puissant, il avait l'air perdu. Mais sa détermination ne faiblit pas. « Tu n'as pas le droit de me piéger ici parce que tu es brisé, » dit-elle. « Tu n'as pas le droit de me punir parce que tu ne peux pas la pleurer. » Ethan tressaillit. « Tu ne sais rien de Sophia, » dit-il. « Non, » répondit-elle, sa voix douce maintenant, « mais je reconnais le chagrin quand je vois un homme tenter de le revêtir d'une armure de contrôle. » Le silence entre eux s'approfondit. Le vent se leva, la porte grinça de nouveau derrière elle, toujours ouverte, toujours possible. Mais quand elle la regarda maintenant, elle n'était pas sûre si elle représentait la liberté ou la retraite. Ethan tendit la main, pas avec force, pas comme un ordre. « Rentre à l'intérieur. » Clara ne bougea pas. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Sa réponse vint basse, comme une confession arrachée d'un endroit qu'il ne voulait pas révéler. « Parce que je ne fais confiance à personne d'autre pour te garder en sécurité. » Elle fixa sa main, la nuit, la route, puis de nouveau l'homme qui l'avait enchaîné à sa douleur et qui maintenant tremblait sous le poids de ses propres murs. Lentement, elle avança, non parce qu'elle se rendait, mais parce qu'elle réalisa quelque chose d'important. Si elle devait se battre, elle le ferait de l'intérieur. Les jours passèrent, mais le silence entre Clara et Ethan ne s'apaisa pas. Il s'épaissit, prit racine dans chaque couloir, s'infiltra dans les murs, s'enroula autour de chaque mot non dit. Ils partageaient la même maison, le même nom, la même histoire forgée par du papier et de la douleur, mais ils vivaient dans des mondes différents. La rébellion de Clara n'était pas passée inaperçue. Depuis la nuit de sa tentative d'évasion, Ethan gardait ses distances. Il n'essayait pas de raisonner avec elle, mais ses yeux y suivaient chacun de ses pas, chaque pièce qu'elle entrait. Et Clara le sentait, son contrôle se fissurait. Cela atteignit son paroxysme la nuit du dîner d'entreprise. Clara avait entendu le personnel en parler à voix basse ce matin-là. Un rassemblement des partenaires les plus puissants d'Ethan, des hommes qui signaient des chèques avec des pays comme bénéficiaires, des femmes qui régnaient sur des conseils d'administration et mettaient des entreprises entières à genoux. Cela devait se tenir au domaine. Elle n'était pas invitée, mais elle n'allait pas rester cachée non plus. Elle trouva la boîte dans son armoire pas rangée, pas enfouie, mais exposée. Sa robe, neuve, rouge sang, élégante, sans bretelles, conçue pour accentuer et provoquer. Pas de notes, mais le message était clair, porte-la si tu oses. Clara le fit, non pour lui plaire, mais pour l'affronter. Elle enfila le tissu comme une armure, peignant ses lèvres d'un cramoisi profond assorti. Ses cheveux tombaient en vagues douces.
Ses talons claquaient fort contre le marbre alors qu'elle descendait les escaliers avec la grâce d'une reine revenant dans un royaume qu'elle n'avait jamais demandé à gouverner. Lorsqu'elle entra dans la grande salle de bal, la conversation s'arrêta. Tous les regards se tournèrent. Ethan se tenait près de la cheminée, un verre à la main, en pleine discussion avec un homme qui portait le pouvoir comme un parfum. Mais dès qu'il la vit, le monde s'effaça. Sa mâchoire se crispa, sa prise sur le verre se resserra, quelque chose dans sa poitrine bougea, et ce n'était pas du désir, c'était de la rage. Clara ne tressaillit pas. Elle avança directement dans la pièce, chaque pas délibéré. Les têtes se tournèrent, les chuchotements s'enflammèrent comme des étincelles dans l'herbe sèche. Elle pouvait les sentir, les jugements, la curiosité. Qui était cette femme debout à côté d'Ethan Blackwood comme si elle y avait sa place? Elle sourit poliment et ne dit rien. Ethan ne bougea pas au début. Il laissa l'air brûler entre eux. Puis il traversa la pièce, vite, trop vite. Sa main attrapa son coude, doucement mais fermement. « Il faut qu'on parle », murmura-t-il. « Devant tes invités », répondit-elle doucement. Ça pourrait rendre la soirée mémorable. Il ne répondit pas. Il la conduisit, presque la traîna, par une porte latérale et le long d'un couloir étroit. Lorsqu'ils atteignirent le salon, il ferma la porte avec un clic sec. « Qu'est-ce que tu fais, bon sang » siffla-t-il. Elle le regarda droit dans les yeux. « Exister. Tu as porté ça pour m'humilier. Je l'ai porté parce que je voulais me sentir moi-même pour une nuit, pas ta prisonnière, pas ta dette, une femme. » Sa mâchoire se crispa. « Tu joues avec le feu. Alors laisse-le brûler. » La tension se brisa. Il s'approcha, sa voix baissa. « Tu n'as pas le droit de venir ici comme une reine et... » « Quoi » le défia-t-elle. « Te faire ressentir quelque chose ?» Cela l'arrêta. Ses mains tombèrent à ses côtés. Ses yeux cherchèrent les siens, pas avec colère, mais avec quelque chose de brut, de défait. « Tu ne comprends pas ce que tu fais » dit-il doucement. « Je pense que si » répondit-elle. « Je te montre qui je suis, et tu détestes ne pas pouvoir le contrôler. » Son silence disait tout. Clara le dépassa pour se diriger vers la fenêtre. « J'ai vu comment il me regardait » continua-t-elle, « comme si je n'étais rien, comme si je n'avais pas ma place dans ton monde. Ils n'ont pas d'importance. Si, ils en ont, parce qu'ils sont des reflets de toi. » Il expira fort. « Tu penses que je veux être cet homme ?» Elle se retourna lentement. « Alors arrête. » Un autre silence s'étira. Enfin, il traversa la pièce de nouveau, plus lentement cette fois. Ses doigts effleurèrent son bras, hésitants, conflictuels. « Tu étais censé être une transaction, » admit-il, un nom sur du papier, une conséquence. Clara soutint son regard. « Mais je ne le suis pas. »« Non, » murmura-t-il, « tu ne l'es pas. » Et puis, sans avertissement, sa main se referma sur le tissu à sa taille, pas pour la tirer plus près, pas encore, mais comme pour s'ancrer lui-même. Clara ne bougea pas. Son autre main se leva, presque tremblante, traçant la courbe de son épaule où la robe exposait sa peau. « Tu me rends fou » murmura-t-il. « Cette maison était paisible avant toi. »« Elle était morte avant moi » répondit-elle. Sa tête s'inclina, sa respiration superficielle. « Je ne peux pas te regarder sans la voir. »« Alors regarde plus fort » dit Clara, « parce que je ne suis pas un fantôme, et je ne suis pas ton passé. » Ethan recula, soudain honteux. « Je n'aurais pas dû te laisser descendre ici comme ça. »« J'aurais dû, quoi? Me garder caché? Tu as déjà essayé, et j'ai quand même trouvé mon chemin vers la lumière. » Il la fixa, robe rouge, yeux défiants, une âme qui refusait de se rétrécir. Puis, dans un éclair de frustration, il se tourna et frappa le bord du manteau de la cheminée avec son poing. « Bon sang, Clara » souffla-t-il. Elle ne tressaillit pas. « De quoi que tu fuis » dit-elle doucement, « tu ne le distanceras pas en m'enchaînant à ça. » Il se retourna vers elle, la douleur gravée dans chaque ligne de son visage. Pour la première fois, le masque se fissura, et derrière, elle vit non pas un méchant, mais un homme se noyant dans des souvenirs qu'il ne pouvait pas enterrer. Elle s'avança vers lui, assez près pour sentir la chaleur de sa peau, mais elle ne le toucha pas, pas encore. Au lieu de cela, elle murmura, « Tu peux me détester si tu veux, mais je ne disparaîtrai pas. » Et sur ce, elle se retourna et sortit. Le couloir bourdonnait encore de musique lointaine. Les invités riaient, buvaient, inconscients qu'à l'intérieur d'une pièce derrière des portes fermées, quelque chose venait de se briser, pas du verre, pas de la colère, mais du contrôle. Ethan ne la suivit pas. Il resta là, fixant l'endroit où elle venait de se tenir, et pour la première fois depuis des années, il ne savait pas quoi faire. Les jours après le dîner se déroulèrent comme une tempête refusant de se terminer, pas de tonnerre, pas d'éclair, juste la lourde tension d'un ciel qui ne voulait pas s'éclaircir. Ethan ne lui parla pas. Il disparut dans des réunions, des appels téléphoniques, des trajets nocturnes aux vitres teintées. Mais Clara sentit le changement. Quelque chose s'était brisé,
et elle avait l'intention de découvrir quoi. Elle commença par l'évidence. Le personnel. Il s'était habitué à sa présence maintenant, toujours poli, toujours formel, mais ne fuyant plus son regard. Une des jeunes domestiques, Lila, avait laissé échapper quelque chose pendant le petit déjeuner. Monsieur Blackwood n'est pas allé au cimetière depuis plus d'1 an, avait-elle dit, sans qu'on lui demande, tout en versant du thé. Il y allait tous les mois comme une horloge, mais il a arrêté après qu'elle est arrivée. Clara ne demanda pas qui était-elle, elle n'en avait pas besoin. Plus tard dans la journée, elle se rendit à la bibliothèque et trouva la porte du bureau privé d'Ethan légèrement entr'ouverte, une rare négligence. Son pouls s'accéléra. Elle resta dans l'embrasure un moment, attendant que la culpabilité la ramène en arrière. Cela ne vint pas. Elle entra. Le bureau était plus sombre que le reste de la maison. Rideaux lourds, vieux livres, une cheminée inutilisée mais encore imprégnée d'une odeur de fumée. Des papiers étaient empilés en piles précises sur le bureau, et derrière, des étagères garnies de photos, la plupart liées aux affaires, événements, lancements, succès. Mais un cadre était différent, rangé dans un coin de l'étagère, partiellement caché derrière une récompense. Clara le sortit, une photographie d'une femme, cheveux noirs, yeux doux, riant, la tête rejetée en arrière en plein mouvement, totalement inconsciente de l'appareil. Il n'y avait aucun cadre comme celui-ci ailleurs dans la maison. Sophia. Le nom resta suspendu dans l'esprit de Clara comme une pièce de puzzle attendant de trouver sa place. Qui était-elle? Elle fouilla les tiroirs, non pour envahir, mais pour comprendre. Le deuxième tiroir à gauche était verrouillé, mais le troisième ne l'était pas. À l'intérieur, elle trouva un carnet usé. Les pages étaient remplies de notes, réunions, chiffres, et une seule photographie glissée entre les pages. Elle montrait Ethan et la femme encore Sophia. Ils se tenaient à côté d'une voiture, les bras autour l'un de l'autre, une proximité qu'on ne pouvait pas feindre. Elle ne ressemblait en rien à Clara, mais l'émotion sur le visage d'Ethan, cette affection brute, non filtrée, coupa plus fort que n'importe quelle ressemblance. Clara referma le carnet lentement, le cœur serré. Ce n'était pas une question de contrôle. C'était une question de chagrin, et Clara n'était pas la cause, elle était le substitut d'une blessure qui n'avait jamais guéri. Ce soir-là, au dîner, elle ne l'affronta pas directement. Elle attendit, observa. Le silence d'Ethan était plus froid, il était gardé, mesuré. « J'ai trouvé sa photo », dit Clara doucement. Il se figea, la fourchette à mi-chemin de sa bouche, la mâchoire tendue, les yeux fixés sur les siens. « Je n'espionnais pas », ajouta-t-elle. « Je voulais juste comprendre. » Il posa la fourchette. « Elle est morte dans un accident de voiture, dit-il, il y a 3 ans. » Clara hocha la tête. « Je suis désolé. » Il rit amèrement. « Tu ne devrais pas l'être. C'était la faute de ton père. » Les mots tombèrent comme du verre qui se brise. Clara cligna des yeux. « Quoi ?» Ethan s'adossa à sa chaise, les doigts entrelacés, sa voix tendue par une rage qu'il avait maîtrisée avec le temps. « Ton père conduisait le camion. Il était censé faire remplacer les freins la semaine précédente. Il ne l'a pas fait, mesure d'économie, je suppose. Ça a lâché dans le virage. » Sophia était sur le siège passager de la voiture qui l'a percutée. Le sang de Clara se glaça. « Mon père ne m'en a jamais parlé. » Bien sûr que non. Il a réglé ça discrètement. Les Blackwood ont été indemnisés publiquement, c'était qualifié d'accident. La voix d'Ethan s'abaissa. Mais je savais. J'ai lu le rapport. J'ai lu chaque mot. Clara resta immobile, gelée, honteuse de quelque chose qu'elle n'avait jamais touché, jamais choisi, jamais su. « Donc, c'est pour ça que tu m'as fait venir ici, murmura-t-elle, pour me punir. » Ethan détourna le regard. « Je ne l'ai pas planifié comme ça, marmonna-t-il, mais quand la dette est arrivée à échéance et que ta mère m'a rappelé l'accord, j'ai dit oui, pas pour les affaires, pas pour la rédemption, mais parce que je voulais que quelqu'un paie. » Clara sentit sa poitrine se serrer. « Je ne suis pas lui. »« Je sais, » dit-il. Les mots étaient calmes, brisés. « Je l'ai su dès que tu m'as regardé dans les yeux sans ciller. » Des larmes menaçaient au coin de ses yeux, mais elle les chassa d'un battement de cils. « Tu m'as fait porter le poids de quelque chose que je n'ai jamais fait. » Il ne le nia pas. « J'avais besoin de quelqu'un à blâmer, et tu étais là. » Clara se leva. Elle contourna lentement la table et s'assit sur la chaise à côté de lui, pas en face, pas à distance. « Si tu cherches encore quelqu'un à blâmer, dit-elle, ça ne te guérira pas. » Il la fixa, et pendant un instant, elle vit le garçon qu'il avait dû être, en deuil, seul, furieux contre un monde qui n'avait pas de sens. « Je ne sais pas comment lâcher prise, » admit-il. Elle tendit la main vers la sienne, non pour le réconforter, mais pour s'ancrer dans l'instant. « Alors ne le fais pas, » dit-elle, mais arrête de m'utiliser pour le maintenir en vie. Le silence retomba, mais il était différent maintenant, pas hostile, lourd, honnête. Il hocha la tête une fois, un petit geste, mais c'était la première fissure dans le mur qu'il avait construit entre eux. Cette nuit-là,
Elle ne put dormir, non par peur, mais parce que la vérité avait tout changé. Elle comprenait maintenant, mais comprendre ne signifiait pas pardonner, pas encore. Et alors qu'elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, elle réalisa que ce n'était pas la fin de leur guerre, c'était le début de quelque chose de plus dangereux, l'espoir. L'air à l'intérieur du manoir Blackwood changea de nouveau, subtilement mais indéniablement. Clara le sentait dans la manière dont le personnel la regardait moins comme une étrangère, plus comme quelqu'un qui devenait réel. Elle le sentait dans la manière dont Ethan passait près d'elle dans le couloir, toujours silencieux, toujours distant, mais maintenant ses yeux s'attardaient une seconde de plus. Quelque chose de non dit s'était installé entre eux après que la vérité fut révélée, pas une résolution, pas la paix, mais une reconnaissance. Et la reconnaissance, Clara le savait, était le premier fil d'un début fragile. Cela se produisit 2 nuits plus tard. Clara avait passé la soirée dans la serre, une pièce de verre attachée à l'aile et du domaine, remplie d'orchidées, de lierre et d'agrumes trop choyés pour connaître la lutte. Elle l'avait découverte par hasard et y revenait chaque soir, attirée par l'odeur du sol et des feuilles humides, le bourdonnement discret des grillons juste au-delà des vitres. C'était le seul endroit qui semblait humain. Elle était restée plus longtemps que d'habitude, perdue dans ses pensées, les bras enroulés autour des genoux alors qu'elle était assise sur un vieux banc en bois. Lorsqu'elle se leva enfin pour partir, son pied accrocha un petit tuyau enroulé près des pots d'agrumes. Elle trébucha, se rattrapa, mais pas avant que l'arrosoir dans sa main ne bascule, éclaboussant le côté de sa jambe. L'eau était chaude, trop chaude. Elle allaita, la douleur remontant son mollet. Clara lâcha l'arrosoir, sa respiration superficielle alors qu'elle serrait la peau près de son tibia. Cela n'avait duré qu'une seconde, mais la brûlure était rouge et furieuse. Elle boita jusqu'à la maison, les dents serrées, plus embarrassée que blessée, jusqu'à ce que la douleur s'intensifie, palpitant comme du feu sous la peau. Lorsqu'elle atteignit le couloir près de la cuisine, elle faillit percuter Ethan. Il leva les yeux de son téléphone, ses yeux se plissant immédiatement en voyant sa boiterie, son visage rougi. « Que s'est-il passé » demanda-t-il sèchement. « Je vais bien, dit-elle rapidement. « Ce n'est rien, juste un petit Clara, interrompit-il, s'approchant déjà, assieds-toi. » Elle hésita. « S'il te plaît, ajouta-t-il. » Le mot la surprit. Elle s'assit sur le banc le plus proche. Ethan s'accroupit devant elle, examinant la brûlure. La peau de son mollet était rouge, irritée, déjà enflée par endroits. Sans un mot, il se leva, disparut par une porte latérale et revint quelques instants plus tard avec une trousse de premiers soins qu'elle ignorait exister. Il s'agenouilla de nouveau, ouvrit la trousse, dévissa un tube argenté. « Ne bouge pas, dit-il doucement. » Clara l'observa, pas seulement ses mains, fortes, prudentes, mais son visage. Le pli entre ses sourcils, la manière dont il testa la température de la crème sur le dos de sa propre main avant de la toucher, la manière silencieuse dont son pouce effleura sa cheville pour l'équilibre. Ce n'était pas de l'obligation, ce n'était pas de la culpabilité, c'était du soin, réel, non filtré. La crème était fraîche sur sa peau, un contraste saisissant avec la brûlure persistante. Elle inspira entre ses dents. « Désolé, murmura-t-il, presque fini. » Elle ne répondit pas. Sa gorge était serrée. Lorsqu'il eut fini, il enroula une gaze douce autour de son mollet, la fixant avec une aisance pratiquée. Clara retrouva sa voix. « Tu as déjà fait ça. » Ethan leva les yeux, surpris. « Quoi, prendre soin de quelqu'un? Tu es doué pour ça. » Une ombre légère traversa son visage. Je l'étais. Ses mains s'arrêtèrent. Je pensais qu'en étant assez prudent, personne autour de moi ne serait blessé. Elle ne poussa pas, mais ne détourna pas non plus le regard. Ethan se leva lentement, tendit la main, non pas en commandant, pas froid, juste un geste. Elle la prit. Il l'aida à se lever, la stabilisant lorsqu'elle grimaça sous la pression sur son pied. « Je te raccompagne, dit-il. Je peux me débrouiller. » Il secoua la tête. « Je sais que tu peux, mais je veux le faire. » Ils marchèrent lentement dans le couloir, sa main reposant légèrement sur son coude, leurs pas résonnant ensemble. Pour la première fois, le silence entre eux ne semblait pas être un mur, il semblait être un pont en construction. Lorsqu'ils atteignirent sa chambre, Clara se tourna pour lui faire face. « Merci. » Ethan croisa son regard. « Tu n'aurais pas dû être seul. »« J'aime être seule, » dit-elle doucement. « Ça me rappelle que je m'appartiens encore. » Il baissa les yeux. « Je sais ce que c'est d'oublier ça. » Elle voulait demander ce qu'il voulait dire, mais le moment était trop fragile. Il hocha la tête une fois et se tourna pour partir. Sa main était sur la poignée de la porte lorsqu'elle dit « Ethan ». Il s'arrêta. « Si tu veux un jour parler d'elle, je t'écouterai. » Ses épaules se raidirent. Il ne se retourna pas, mais il répondit « Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas dit maintenant. » Une autre pause, puis plus doucement « Bonne nuit, Clara. » Elle le murmura en retour. La porte se ferma,
Et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée dans cette maison froide et résonnante, Clara sentit la température changer pas en degrés, mais en gravité. Quelque chose en Ethan se dégelait, et quelque chose en elle, malgré tout, commençait à croire que cette histoire pourrait ne pas se terminer en cendres. Mais elle n'était pas naïve. Elle savait mieux que de faire confiance à un seul moment, surtout quand la douleur lui avait appris à s'attendre à son retour. Cela commença par une ombre. Clara était de nouveau dans la serre, son sanctuaire, cette fois en train de tailler quelques vignes indisciplinées des orchidées près du mur du fond. C'était devenu une sorte de thérapie, une manière de revendiquer quelque chose dans une maison qui n'était jamais censée être la sienne. L'air était épais d'humidité, et ses doigts sentaient la terre et les feuilles. Elle était pieds nus, portant une des robes en lin que le personnel avait taillées des semaines auparavant. C'était le plus proche de la paix qu'elle avait ressentie depuis des mois, jusqu'à ce que les lumières vacillent juste une fois, mais assez pour attirer son regard vers le coin éloigné des murs de verre. Il y avait du mouvement, pas à l'intérieur, à l'extérieur. Quelqu'un était là. Au début, elle pensa que ce pourrait être un des gardes faisant une ronde, mais la forme grande, rapide se déplaçait trop délibérément. Ce n'était pas une patrouille, c'était une poursuite. Le souffle de Clara se bloqua dans sa gorge. Elle se leva lentement, reculant dans l'ombre, se pressant contre le verre frais, écoutant. Le bruit de pas dans le gravier, plus proche. Elle ne cria pas, pas encore. Au lieu de cela, elle se déplaça prudemment, pieds nus sur le carrelage, vers la sortie latérale. Ses doigts tremblaient alors qu'elle atteignait la poignée, glissant légèrement à cause de la sueur sur sa peau. Puis elle l'entendit, le bruit du verre tapoté, pas brisé, testé. Clara poussa la porte et courut. L'herbe était humide sous ses pieds, la nuit tranchante de froid. Elle se précipita vers la maison, le cœur battant, le souffle saccadé. La porte du couloir était encore ouverte, merci mon Dieu. Elle trébucha à l'intérieur, la claqua et la verrouilla, puis se tourna directement contre une poitrine solide. Ethan. Ses mains agrippèrent ses épaules instantanément. Clara, que s'est-il passé? Il y a quelqu'un là dehors, allait-elle, dans le jardin, qui m'observait. Son visage changea complètement. L'homme qui parlait autrefois avec un calcul froid brûlait maintenant de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la fureur, pas contre elle, pour elle. Reste ici, dit-il. Elle attrapa sa manche. Attends, ne va pas seule. Mais il était déjà parti. Clara courut après lui, pieds nus sur le marbre, l'adrénaline repoussant la douleur. Ethan aboya des ordres au garde dès qu'il atteignit la porte d'entrée. Périmètre arrière, maintenant. Une personne, homme, veste sombre, peut être armée. 2 hommes coururent devant, un autre se joignit depuis l'aile ouest. En quelques secondes, le terrain s'anima de mouvements, lumière, radio, voix tranchant l'obscurité comme des lames. Clara se tenait au seuil, s'agrippant à l'embrasure, le cœur battant. Elle ne savait pas si c'était une intrusion ou un message. 10 minutes passèrent, puis 20. Enfin, Ethan revint, seul, sa chemise humide de sueur, les yeux fous d'adrénaline. Rien, dit-il, essoufflé. Personne. Clara ne parla pas. Il s'approcha. Je te crois. Je ne pense pas que tu les imaginais. Sa voix sortit plus tremblante qu'elle ne s'y attendait. Ce n'était pas une hallucination. Je l'ai vue. Je sais. Il la ramena à l'intérieur, directement dans le salon. Il lui versa un verre d'eau, le plaça doucement dans sa main, et s'assit en face d'elle, les coudes sur les genoux, la tête baissée. Cette maison est protégée, dit-il doucement. Elle est câblée, surveillée. L'idée que quelqu'un ait pu passer signifie qu'il connaissait la disposition ou qu'il voulait me faire peur. Ethan leva les yeux brusquement, et quelque chose dans son visage changea. La semaine dernière, dit-il lentement, j'ai refusé une offre du groupe Stonefield. Il voulait acheter un de nos bras de sécurité. J'ai refusé. Il y avait des menaces subtiles, implicites. Les yeux de Clara s'élargirent. Tu penses que c'est lié aux affaires? Tout est lié aux affaires, dit-il, même la vengeance. Sa main tremblait encore légèrement. Il tendit la main, la prit, la tint entre ses paumes. Je n'aurais jamais dû te laisser rester là dehors seule. Clara secoua la tête. Je voulais de l'espace. Tu m'as déjà donné plus que ce que j'attendais. Il expira, sa voix plus douce. Et moins que ce que tu méritais. Ils restèrent assis en silence, plus longtemps cette fois pas le silence de l'évitement, le silence de la proximité. Clara fixa leurs mains jointes. Il la tenait comme si elle comptait, comme si elle était à lui pour protéger, pas posséder. Je pensais avoir construit une forteresse, dit-il soudain, faite d'argent, de contrôle, de réputation. Mais ce soir, quand je ne pouvais pas te trouver pendant ces 20 minutes, sa gorge se serra, j'ai cru que je perdrais tout à nouveau. Le cœur de Clara se serra, et pourtant elle hésitait encore. Pourquoi faut-il du danger pour que tu ressentes quelque chose? Il croisa ses yeux.
Parce que tu es la première personne depuis des années dont j'ai peur de perdre. Il faillit le dire, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il écarta une mèche de cheveux de sa joue, son toucher tendre, hésitant, comme s'il craignait qu'elle disparaisse s'il appuyait trop fort. J'augmenterai la sécurité, murmura-t-il. Je n'ai pas besoin de plus de caméras, chuchota-t-elle. J'ai besoin de savoir si je suis en sécurité avec toi. La pièce devint immobile. Son regard baissa, et quand il releva les yeux, la réponse n'était pas dans les mots, elle était dans la manière dont ses mains ne lâchaient pas, dans la manière dont il restait là, agenouillé devant elle, un homme qui avait enfin réalisé que son passé pouvait l'expliquer, mais ne l'excusait pas. Et Clara fragile, furieuse, courageuse Clara n'était plus seulement sa rédemption, elle devenait sa vérité. La maison n'avait jamais été aussi silencieuse, pas le silence froid d'avant, mais un silence chargé de quelque chose d'autre, quelque chose qui pulsait sous les murs et entre chaque souffle que prenait Clara. Depuis la nuit dans le salon, Ethan restait proche pas en mots, pas en proximité, en présence. Il se déplaçait dans le manoir différemment maintenant, moins comme un fantôme, plus comme un homme se réveillant d'un long sommeil. Sa voix, quand elle venait, avait perdu son tranchant, ses pas ralentissaient près de sa porte. Au petit déjeuner, il ne s'asseyait plus loin. Il écoutait quand elle parlait, même s'il n'avait pas de réponse. Mais surtout, il la regardait, et pas avec possession, avec hésitation, comme si chaque regard demandait la permission. Clara le ressentait aussi, un adoucissement silencieux, pas encore du pardon, mais une possibilité. C'était la nuit après l'incident du jardin que quelque chose changea irréversiblement. Une tempête était arrivée de l'ouest, projetant de longues ombres sur les fenêtres. La pluie tombait en lourdes nappes, rendant le manoir plus petit, plus intime. Clara ne pouvait pas dormir. Elle se tenait près de la fenêtre de sa chambre, enveloppée d'un cardigan, regardant les éclairs dessiner des veines brisées dans le ciel. Elle n'avait pas peur des tempêtes. Elle avait peur du calme, car c'est là que son esprit vagabondait. Il y eut un coup à sa porte, pas énergique, pas hésitant, juste présent. Elle l'ouvrit. Ethan se tenait là, les cheveux humides d'une marche dans les couloirs, pieds nus, tenant un verre d'eau comme s'il lui donnait une raison d'être là. « Je ne peux pas dormir, dit-il, la voix basse. Clara s'écarta. Il entra silencieusement. Elle ne demanda pas pourquoi il était venu, et il n'expliqua pas. Ils restèrent assis en silence quelques minutes, elle au bord du lit, lui dans le fauteuil, la tempête traçant un rythme autour d'eux. Elle sirota son eau, les mains enroulées autour de la chaleur de la céramique. « Je n'arrête pas de te voir, dit-il soudain, dans cette serre, seule, effrayée, et je me demande si je t'ai jamais fait ressentir autre chose. » Clara baissa les yeux. Il continua, la voix brute. « Je n'ai jamais voulu que cela devienne ce que c'est devenu, mais c'est arrivé. » Il se leva, marcha lentement jusqu'à où elle était assise, et s'accroupit devant elle. « Je me suis dit que je t'avais fait venir ici à cause d'un contrat, à cause d'une dette, mais ce n'était pas la vérité. » Le souffle de Clara se bloqua. « Je t'ai fait venir ici, dit-il, parce qu'une partie de moi croyait que je pouvais punir le monde en transformant l'amour en cage, parce que je pensais que si je tenais quelque chose d'innocent assez longtemps, peut-être que j'oublierais ce que j'ai perdu. » Elle ne parla pas, ne bougea pas. Sa voix tomba à un murmure. « Mais tu n'es pas un substitut, Clara. Tu es la seule chose réelle qui reste dans cette maison. » Elle le regarda, et pour la première fois, vit tout. Son chagrin, sa culpabilité, sa peur de la douceur, et le besoin douloureux derrière sa colère. Lentement, elle tendit la main, toucha sa joue. Il s'y appuya sans réfléchir, sans orgueil. Elle se leva, toujours face à lui, et prit le verre de sa main, le posant sur la table de chevet. Leurs mains s'effleurèrent, il ne se retira pas. L'air changea. Leurs yeux se verrouillèrent. Aucun ne bougea en premier, mais quelque chose à l'intérieur d'eux deux le fit. Quand il l'embrassa, ce n'était ni brusque ni précipité, c'était prudent, plein de tout ce qu'il n'avait pas dit. Clara se fondit dedans, non pas parce qu'elle avait oublié ce qu'il avait fait, mais parce qu'elle voyait enfin ce qu'il essayait de devenir. Ses bras entourèrent sa taille, ses doigts se refermèrent sur sa chemise. Le baiser s'approfondit, lent, délibéré, rempli d'une faim qui n'avait rien à voir avec le désir, c'était du besoin, de la peur, du soulagement. Quand ils se séparèrent, ils ne parlèrent pas. Il n'y avait pas d'excuse à ce moment-là, seulement de la vérité. Il posa son front contre le sien. « Je ne sais pas ce que ça veut dire, » murmura Clara. « Ça n'a pas à vouloir dire quelque chose pour l'instant. » Ils restèrent ainsi, respirant, s'appuyant l'un sur l'autre, écoutant la tempête faire rage dehors alors que quelque chose de beaucoup plus calme se déroulait entre eux. Enfin, il recula, ses yeux cherchant les siens. « Je vais y aller, » dit-il. « Je devais juste savoir si c'était possible. » Clara hocha la tête. « Ça l'est. » Et c'était assez. Il marcha jusqu'à la porte, s'arrêta et se retourna. « Bonne nuit, Clara. » Sa voix le suivit comme un fil.
Bonne nuit, Ethan. Quand la porte se ferma, elle ne pleura pas. Elle resta là longtemps, les doigts encore frémissants, les lèvres encore brûlantes, se demandant comment un homme qui avait autrefois brisé son esprit avec le silence pouvait maintenant guérir des parties d'elle avec un seul toucher. Elle ne savait pas où cela menait, mais elle savait d'où cela avait commencé, et c'était quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé vouloir. Un début. Clara remarqua les signes avant de se permettre de les nommer. Cela commença par de petites choses. Une fatigue qui s'accrochait à elle comme du brouillard le matin, des vagues de nausées qui venaient non pas de l'anxiété, mais de quelque chose de plus profond, de plus ancien, cellulaire. L'odeur du café, autrefois réconfortante, lui retournait maintenant l'estomac. Elle l'attribua au stress, aux longues nuits, à la tension émotionnelle qui planait encore entre elle et Ethan comme une question qu'aucun de n'osait poser à voix haute. Mais le déni, elle le savait, n'était qu'un retard, pas une réponse. Elle se tenait dans la salle de bain un après-midi, le test à la main, son pouls battant fort dans ses oreilles. Les fenêtres étaient embuées, l'air immobile avec l'odeur du savon à la rose. Le temps semblait suspendu, comme si la maison elle-même retenait son souffle. 2 lignes. Elle s'assit sur le bord de la baignoire, le monde se rétrécissant en un point de son. Enceinte. Un seul mot qui redéfinissait tout. Elle ne pleura pas, pas encore. Elle fixa simplement le plastique blanc, les lignes pâles, le plafond. Son esprit se remplit d'images. Les mains d'Ethan bandant sa jambe, le baiser qu'ils avaient partagé dans la tempête, sa confession dans la serre, son chagrin, sa culpabilité, son cœur essayant de se dégeler. Que cela signifierait-il pour lui, pour eux? L'idée de devenir mère ne l'effrayait pas. Ce qui l'effrayait était d'apporter une vie dans une maison qui commençait à peine à ressembler à autre chose qu'une cage. Il lui fallut 3 jours pour le lui dire, 3 jours de silence et de regards furtifs, répétant des mots qu'elle ne pouvait pas sembler dire à voix haute. Le 4e soir, elle le trouva dans le bureau, penché sur un ensemble de plans, manches retroussées, lunettes posées sur l'arête de son nez. C'était une version de lui qu'elle voyait rarement, détendu, humain. Elle frappa doucement. Il leva les yeux. Quelque chose dans son visage changea quand il la vit, pas de la tension, quelque chose de plus doux. « Clara, dit-il, tu vas bien ?» Elle entra, ferma la porte derrière elle. « Il faut que je te dise quelque chose. » Il se redressa, immédiatement alerte. « Qu'est-ce que c'est ?» Ses mains tremblaient légèrement, mais elle ne les cacha pas. « Je suis enceinte. » Le silence fut absolu. Il ne bougea pas, ne cligna pas des yeux, ses yeux fixés sur les siens, et pendant un battement de cœur, elle pensa qu'il ne l'avait pas entendu. Puis il expira, lentement et bas, comme si quelque chose en lui venait de se briser et de se reformer en même temps. « Tu es sûre ?» Elle hocha la tête. « Oui. » Une autre pause, puis, à combien de semaines? Presque 6 semaines. Ethan s'assit lourdement, comme si l'air avait quitté ses poumons. Clara l'observa, se préparant à la colère, au recul, à la fermeture qu'elle avait vue tant de fois auparavant. Mais rien de tout cela ne vint. Il leva les yeux vers elle, et ce qu'elle vit sur son visage n'était pas de la peur, c'était de l'émerveillement. « Tu portes notre enfant. » Elle hocha de nouveau la tête, la gorge nouée. « Je n'attends rien de toi. Je ne veux pas que ce soit un autre poids autour de ton cou. Je devais juste que tu le saches. » Ethan se leva lentement, marcha vers elle. « Clara, dit-il doucement, ce n'est pas un fardeau. » Elle ne bougea pas. « Tu n'as jamais été un fardeau, et ceci ce n'est pas une erreur. » Sa voix se brisa. « Je ne sais pas comment faire ça avec toi. » Il tendit la main, prit la sienne. « Nous apprendrons ensemble. » Et juste comme ça, elle s'effondra contre lui, pas par faiblesse, par soulagement. Ses bras l'entourèrent, forts et chauds, et pour la première fois, elle ressentit ce que la sécurité pouvait signifier quand elle était choisie, pas imposée. Il embrassa le haut de sa tête. « Je ne partirai pas, » murmura-t-il, « pas cette fois, pas encore. » Cette nuit-là, il s'assit à côté d'elle sur le canapé, sa main reposant légèrement sur son ventre, même s'il n'y avait pas encore de bosse, pas de mouvement, juste une promesse. « Veux-tu le garder ?» demanda-t-il doucement. Elle se tourna vers lui. « Je l'ai déjà fait. » Il hocha la tête, et quelque chose scintilla dans ses yeux, de l'espoir, timide et réel. Ils parlèrent tard dans la nuit de non, de peur, de la maison, de l'avenir. Pour la première fois, Ethan parla de son père, de la pression, de comment on ne lui avait jamais appris à aimer doucement, seulement à diriger, seulement à dominer, et comment cela lui avait coûté chaque chose douce qu'il avait reçue jusqu'à maintenant, jusqu'à Clara. Le lendemain matin, le personnel remarqua la différence. La manière dont Ethan se tenait légèrement plus près d'elle, la manière dont ses doigts effleuraient les siens quand il lui passait une tasse de thé, la manière dont son sourire venait plus facilement maintenant. Il ne posait pas de questions, mais il chuchotait. Plus tard cette semaine-là, Ethan l'emmena dans une partie de la maison qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une véranda à l'étage supérieur, longtemps fermée.
Les fenêtres donnaient sur l'est où le soleil se levait comme une promesse. Ici, dit-il, ça pourrait être la nurserie. Clara tourna lentement sur elle-même dans l'espace, son cœur gonflant. C'est parfait. Il l'observa alors qu'elle se tenait dans la lumière dorée, la main reposant inconsciemment sur son ventre, et pour la première fois, il ne vit pas le fantôme de ce qu'il avait perdu, mais la forme de ce qu'il devenait. Un père, un partenaire, un homme capable de choisir la tendresse sans honte. Mais le passé, comme Clara le savait trop bien, ne lâchait jamais prise si facilement. Et juste au moment où il pensait construire quelque chose d'inébranlable, la vie allait tester les murs qu'il venait à peine de réparer. 3 ans avaient passé. Le manoir ne résonnait plus de silence, il respirait différemment maintenant. Les bords tranchants du chagrin s'étaient adoucis en coins arrondis par les rires, les pas, les histoires, et l'odeur de cannelle flottant depuis une cuisine qui n'était plus seulement pour l'apparat. Le jardin était de nouveau vivant, sauvage et intentionnel. Des tournesols s'élançaient vers la lumière du matin, des roses fleurissaient sous les fenêtres que Clara avait autrefois fixées dans une rébellion silencieuse. Il y avait maintenant une balançoire, suspendue à un chêne robuste au centre de la pelouse et du domaine, et sur cette balançoire était assis un petit garçon nommé Oliver. Ses boucles étaient sombres et sauvages, comme celles de son père lorsqu'il était plus jeune, et ses yeux, gris doux avec une touche de vert, appartenaient indéniablement à Clara. Ethan était assis en tailleur dans l'herbe, laissant Oliver faire rouler de petites voitures en bois sur ses genoux. Il riait lorsqu'une d'elles heurtait son tibia et tombait dramatiquement. Clara les observait depuis la véranda, un livre ouvert sur ses genoux, non lu non pas parce que l'histoire n'était pas intéressante, mais parce que la vraie histoire se déroulait sous ses yeux. Ce n'était pas la vie qu'elle avait attendue, c'était mieux, car c'était la leur. Cela n'avait pas été facile. L'accouchement avait été long, douloureux, compliqué. Oliver était arrivé en silence, bleu et immobile, avant de laisser échapper un cri si fort qu'il avait fait pleurer toutes les infirmières de la salle. Ethan avait été là tout le temps, tenant la main de Clara, murmurant qu'elle était forte, qu'elle n'était pas seule, qu'ils avaient déjà surmonté tant de choses. Après ce jour, il était différent, pas parfait, mais honnête. Il ne se cachait plus dans le bureau, il n'évitait plus le passé. En fait, à l'anniversaire de la mort de Sophia, il demanda à Clara de l'accompagner au cimetière. Ils se tinrent ensemble sous un arbre, Oliver endormi dans ses bras, et Ethan parla pour la première fois depuis des années, non pas à Sophia, mais à lui-même. « Je te pardonne, murmura-t-il, et je me pardonne. » Clara tendit la main vers la sienne. Il la prit. Ce moment avait scellé quelque chose entre eux qu'aucun papier, aucun contrat, aucun vœu arrangé n'aurait jamais pu créer. Un véritable amour, construit à partir de cendres et de choix. À l'intérieur du manoir, les murs avaient également changé. Les dessins d'Oliver étaient désormais accrochés à côté des grands portraits à l'huile. Les couloirs stériles, autrefois remplis d'un vide de marbre, résonnaient maintenant de musique, de rires de bébés, du bruit des jouets claquant sur les planchers de bois. Clara avait revendiqué plus qu'un lieu. Elle avait repris sa voix. Elle écrivait de nouveau d'abord des nouvelles, puis des essais, et enfin un roman, une histoire sur une femme promise à un étranger et qui se retrouvait là où elle s'y attendait le moins, aimée. Ethan lisait chaque brouillon en silence, et lorsqu'il lui rendit enfin le manuscrit imprimé, annoté dans les marges avec des notes au crayon et des traces de larmes, il embrassa sa joue et dit « C'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais lue. » Elle l'embrassa en retour. « C'est notre histoire. » Il sourit. « Plus maintenant. C'est la tienne. » Olivier courut vers elle alors, les bras tendus. Elle le souleva, le fit tournoyer une fois, et le serra contre sa poitrine. Ethan les rejoignit un moment plus tard, glissant son bras autour de sa taille, déposant un baiser sur sa tempe. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui » demanda-t-il à Oliver. Le garçon réfléchit. « On construit un château. » Ethan rit. « Un château, d'accord. » Ils marchèrent ensemble dans l'herbe, la lumière du soleil scintillant dans leurs cheveux, leur cœur battant au rythme d'une vie que personne n'aurait pu prédire. Clara s'arrêta une fois, regardant en arrière la maison qui avait autrefois été sa prison. Maintenant, c'était son foyer. C'était l'endroit où elle avait été brisée et l'endroit où elle avait été reconstruite plus forte, plus libre, aimée. Ethan se pencha plus près. « À quoi penses-tu » Elle sourit. « À quel point nous sommes allés loin. » Il hocha la tête, les yeux doux. « Et à tout ce que nous avons encore à construire. » Elle le regarda. « Tu n'as plus peur » Il secoua la tête. « Pas de l'amour. Pas avec toi. » Ils continuèrent à marcher, le château dans l'imagination d'Oliver déjà en construction. Et dans ce matin calme et doré, ils comprirent quelque chose de non dit, l'amour ne vient pas toujours comme un lever de soleil. Parfois, il arrive comme une tempête, et quand le ciel s'éclaircit, vous vous retrouvez debout dans la lumière avec quelqu'un qui n'est jamais parti. Ils avaient commencé comme des étrangers, ils la voyaient comme une punition, elle comme une prison, mais à la fin, il devint un foyer l'un pour l'autre, car le véritable amour, celui qui transforme, ne vient pas toujours avec des fleurs et des promesses. Parfois,
Il vient avec de la douleur, du silence, des vérités difficiles, et pourtant, cela en vaut la peine.